Annonce complètement délirante côté Apple. Lors de la keynote qu'ils ont appelée Unleash, ils ont annoncé deux nouveaux MacBooks, le MacBook 14 pouces et le MacBook Pro 16 pouces avec deux nouveaux processeurs. Mais alors ces processeurs, ça a l'air d'être une méga tuerie. Bon, là on ne parle pas spécialement de processeurs, vu que c'est du M1, on parle plutôt de carte mère qui englobe à la fois processeur, à la fois mémoire, à la fois disque dur, tout pour pouvoir fournir des performances hallucinante. Alors, on commence tout de suite par ces processeurs-là. On a tout d'abord le nouveau processeur M1 qu'ils ont appelé le M1 Pro. Donc finalement, ce n'est pas le M1X. Il semblerait que le X soit remplacé par Pro pour le M1 Pro et M1 Max pour le nouveau processeur, le M1 Max. Ces deux processeurs offrent des performances hallucinantes. Ils sont à 10 CPU, contrairement à l'ancien MacBook 13 pouces, le MacBook Pro M1 qui avait un processeur à 8 CPU. On aura 8 processeurs à haute performance et 2 processeurs à haute efficience. Pour le MacBook M1, par exemple, on était à 4 processeurs de haute performance et 4 processeurs de haute efficience. Ces processeurs de performance qui vont venir bombarder lorsqu'on va solliciter notre Apple pour faire du rendu de vidéo, pour faire de l'édition, pour compiler du code. C'est ces performances-là qui vont consommer un petit peu plus d'énergie, mais fournir des performances hallucinantes. Et ça a du sens qu'ils aient décidé de faire ça, parce que lorsqu'on achète un MacBook Pro, on ne va pas vouloir spécialement naviguer tout le temps sur Internet et regarder ces vidéos, mais on va vouloir vraiment faire des opérations qui vont être gourmandes en énergie. Donc les deux auront le même nombre de CPU. Par contre, la différence majeure, c'est en termes de GPU. La première puce M1 Pro va stagner à 16 GPU maximum, ce qui est déjà énorme. Quant à la puce M1 Max, elle va pouvoir aller jusqu'à 32 GPU en puce. C'est extraordinaire. Et en plus, sur la M1 Max, on va pouvoir mettre 64 Go de mémoire, alors que sur le M1 Pro, on sera limité à 32 Go de mémoire. On sera limité, je m'entends, 32 Go de mémoire, c'est déjà énorme. Le M1, quant à lui, était limité à 16 Go de mémoire et c'était déjà des performances hallucinantes. Donc là, je n'ose même pas imaginer ce qu'on peut faire avec 32 Go de mémoire et 64 Go de mémoire. La révolution, c'est clairement en termes de GPU. J'avais annoncé dans de précédentes vidéos que Apple, petit à petit, commence à venir empiéter sur les terrains du gaming, et petit à petit le gaming sur Apple, ça vient, c'est en train de se faire, et il suffit juste que les éditeurs de logiciels commencent à développer des jeux sur Apple, mais franchement en termes de performance ils sont largement à la hauteur. Après il faut attendre et voir ce que ça donne concrètement lorsqu'on pourra tester ces appareils là. Au niveau des benchmarks, ils adorent faire des graphes, ils ont fait des graphes super beaux de comparatifs et de très simplifiés. On ne sait pas comment ils benchmarkent leurs produits, donc pour moi ça ne vaut pas grand chose. Bon, ça nous permet d'avoir une idée, il faut quand même prendre ça à la pincette. Ce que promettent Apple avec leur graphe là, et ce que disent Apple, c'est que pour le M1 Pro avec ses 16 cœurs de GPU, on va avoir des performances qui sont égaux à la puce 3050 de chez Nvidia, tout en utilisant 70% d'énergie en moins. Et ça, c'est juste énorme, parce que même si vous avez une carte graphique qui est performante, si elle utilise trop d'énergie, l'ordinateur va chauffer et du coup, les performances vont directement baisser. Ça va limite être zéro, vous allez avoir votre jeu qui ne marche plus, vous n'aurez rien fonctionné. Donc c'est très important la consommation d'énergie. Ça a l'air trop beau pour être vrai, honnêtement. Ça serait l'ordinateur vraiment parfait pour le gaming du coup. Et avec le M1 Max, bah, ils disent qu'ils auront les mêmes performances qu'une 3080 de chez Nvidia en ayant 100 watts de moins de consommation d'énergie. Je ne vois pas en fait comment c'est possible. Bon, Apple le dit, il faudra vraiment qu'on fasse des tests, il faudra qu'on regarde au niveau des FPS, il faut qu'on fasse un comparatif. Donc, pensez à vous abonner à ma chaîne déjà pour soutenir votre youtubeur local, hein, mais aussi pour ne pas louper ces prochaines vidéos, parce que moi voilà, je fais des vidéos de comparatif où je donne des avis, je donne mon conseil sur la nouvelle technologie. Donc maintenant qu'on a parlé de ces deux nouvelles puces, vous pouvez imaginer de votre côté qu'au côté performance, côté productivité, pour faire des workflows d'édition de logiciels, d'édition 3D grâce au GPU, de la retouche photo, ça va être une bête de guerre, c'est un monstre. Déjà, tout ce que je peux faire avec mon MacBook Pro que j'utilise pour le travail, c'est déjà énorme, mais ce qu'on va pouvoir faire avec plus de RAM, avec plus de GPU, avec un meilleur CPU et aussi avec une grande amélioration au niveau du multithreading, c'est les tâches en parallèle. Donc on va pouvoir faire plus de tâches en parallèle sur le MacBook Pro. C'était une des limitations qu'il y avait sur le MacBook M1 parce qu'il était super bon sur le monotâche, mais dès qu'on va faire du multitâche, c'est là que il va un peu baisser et c'est là qu'on aura des performances un petit peu
amoindri. Alors, autre point aussi très important au niveau de la performance, c'est que le 14 pouces et le 16 pouces sur le MacBook Pro, on va pouvoir les spécer exactement pareil. On va pouvoir avoir la même spec sur deux ordinateurs. Et ça, c'est énorme parce qu'en fait, la différence, ça va être en tant qu'utilisateur, est-ce que tu préfères avoir un plus petit ordinateur, le transporter facilement? Moi, j'aime bien le format 13 pouces, 14 pouces, ça doit être pas mal aussi. Donc, c'est léger, c'est facile à transporter, on peut l'utiliser partout et ça bombarde au niveau de performance. Sinon, si vous l'utilisez comme un ordinateur principal et vous ne voulez pas d'écran externe, par exemple, ou voilà, vous voulez jouer dessus directement, bah, le 16 pouces, ça va être parfait pour vous. Et du coup, maintenant, il n'y a plus de compromis entre taille et performance. Bah, vous avez la même spec sur les deux tailles. Après, à voir ce que ça va donner réellement, hein, parce que si on a les mêmes performances sur un plus petit ordinateur, bah, les composants n'auront plus d'espace pour respirer, donc l'aération, je ne pense pas que ça va être pareil. Après, je pense qu'ils ont des équipes d'architectes qui ont étudié tout ça. On verra concrètement ce que ça va donner, mais sur papier, en tout cas, ça a l'air énorme. On passe au deuxième sujet, qui est l'aspect visuel, et la première chose qui nous frappe, c'est l'écran. Donc, il a été revu. On a une bordure qui est plus fine et directement, bah, on aura un écran qui est plus grand. L'apparition de cette encoche, je ne sais pas pourquoi Apple sont fans de cette encoche sur l'iPhone et les moches. Tout le monde déteste cette encoche et tout le monde veut que cette encoche soit plus petite. J'imagine qu'ils ont des raisons techniques qui les ont poussés à faire ça. Il n'y a même pas Face ID dessus, il y a juste l'appareil photo au final. Donc on ne comprend pas, et j'ai regardé, personne n'a d'explication sur cette encoche et ça va faire chier un peu les développeurs parce que lorsqu'ils vont développer leur application, bah, ils vont devoir ajuster leurs applications en fonction de cette encoche-là, soit faire une bande noire pour les vidéos, etc. Donc ça peut être un petit peu gênant. Ça promet, je pense qu'on aura quand même quelques bugs au lancement du produit. Après, ça va s'améliorer petit à petit. Mais aussi, côté performance, on a la révolution sur ce Mac. Je pense, à côté du processeur, le plus grand step-up qu'ils ont fait, c'est vraiment l'inclusion de cet écran qui est énorme. L'écran de l'iPad Pro, c'est cet écran Retina XDR avec ses mini LED. Cet écran ramène ProMotion avec un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz. On va pouvoir le locker si on veut à 60 Hz pour de l'édition vidéo, par exemple, où on veut voir le rendu de la vidéo sur 60 Hz, on va pouvoir bloquer ça, mais sinon l'écran est à 120 Hz. C'est juste énorme. À côté, on a bien sûr une brillance à 1000 nits, c'est ce que fait l'iPad Pro actuellement. Le M1 Pro est à 50 nits et je le trouve déjà très brillant, mais par contre 1000 nits, lorsque vous allez l'utiliser à l'extérieur par exemple, bah, même si vous êtes en face du soleil directement, bah, vous allez voir clairement, donc ça va être vraiment énorme. 1600 nits lorsqu'on est en pic de lumière, donc lorsque vous regardez une vidéo avec des effets spéciaux, des explosions, tout ça, ça va être juste magique avec le contraste à 1 million pour 1 milliard de couleurs. Donc un écran vraiment sublime, il est vraiment beau. Cet écran sur l'iPad Pro est déjà excellent. Maintenant qu'on va l'avoir surtout sur du 16 ou sur du 14 pouces, bah, ça va être un écran juste magnifique. À côté, très bon point aussi, c'est qu'ils ont pris en considération l'avis, le retour des consommateurs, dont je fais partie. L'absence, la disparition de la touch bar là qui ne sert à rien. Enfin, il y a de rares personnes qui arrivent à l'utiliser. Mais moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, professionnellement, lorsque je travaille sur un ordinateur, je n'aime pas le tactile. Je suis codeur, j'aime bien taper, j'aime bien les touches. Et ça me fait chier parce que, en plus, si je veux utiliser F1, F2, je dois combiner avec une autre touche. Ce n'est pas intuitif du tout et je n'arrive pas à m'y faire. Donc bon, pour la peine, j'utilise un clavier externe, donc il n'y a pas de problème. Mais lorsque j'utilise le MacBook Pro directement, cette touch bar, bah, je n'arrive pas du tout à m'y faire. Ils l'ont enlevé, ils ont remplacé tout le clavier par un clavier Magic Keyboard, comme d'habitude, mais tout en noir. Donc côté esthétique, ça change un petit peu, il faudra voir. Moi, je trouve ça pas trop mal, mais après, pour l'esthétique, ça reste quand même très subjectif, mais par contre, très gros point positif pour l'absence de touch bar. On aura une nouvelle caméra, enfin ils ont remplacé leur caméra 720p par une caméra 1080p, ce qui sera plus agréable lors de réunions parce que la 720p, bah c'est pas ouf comme caméra, la 1080p, ça va être vraiment mieux, on va pouvoir faire des réunions en HD tout simplement. Autre point super sympa au niveau de ce nouveau MacBook Pro, c'est la modification des connectiques et ça aussi, c'est la prise en compte des retours et de l'avis des consommateurs parce qu'on était plein. Moi aussi, j'ai fait une vidéo où je disais lister les défauts de ce MacBook M1 Pro que j'adore, entre parenthèses. Parmi les plus gros défauts, c'est l'absence
de connectique et on est obligé d'avoir toujours un adaptateur sur soi. Si on n'a pas d'adaptateur, on peut même pas charger son téléphone sur ce MacBook, c'est juste chiant. Donc là, ils ont pris ça en compte et ils l'ont fait d'une manière magistrale parce que là, on aura 3 ports Thunderbolt, un port HDMI, un lecteur carte SD et une amélioration de la fiche jack qui va prendre en compte maintenant même les casques professionnels qui vont avoir besoin de plus d'énergie. Et on va pouvoir charger le MacBook via tous ces ports Thunderbolt. Mais en plus, on va pouvoir le charger via MagSafe. Donc, ils ont rajouté cette option-là d'avoir MagSafe à côté. C'est sympa et aussi, ça permet d'offrir l'option de charge rapide qu'ils ont rajouté, mais pas sur tous les processeurs. Il me semble que pour l'avoir, il faut prendre le MacBook avec 10 CPU à vérifier, mais il me semble que tous les MacBook Pro M1 n'ont pas cette option de supercharge, donc pensez bien à vérifier avant d'acheter. Aussi au niveau des connectiques, l'un des gros points négatifs du MacBook M1, c'est le fait qu'il n'est pas compatible avec plusieurs écrans. En fait, pour pouvoir utiliser le MacBook sur 2 écrans en parallèle, on va devoir utiliser un hub spécial où on va avoir une sortie HDMI, une sortie Thunderbolt pour pouvoir multiplier le nombre d'écrans qu'on a et de base on est limité à un seul écran comme ce qui est le cas chez moi. Maintenant on va pouvoir, avec le nouveau MacBook, on va pouvoir via un port Thunderbolt et via le port HDMI diffuser l'image directement sur 2 écrans et ça aussi c'est un très bon point positif. Au niveau des prix, on a senti la carotte dès le début. Franchement, d'habitude lorsque le produit n'est pas cher, rappelle ce qu'ils font c'est qu'ils annoncent le prix dès le début. Quand le produit n'est pas cher, comme ça, hop, t'es scotché dans le truc. Mais lorsqu'ils mettent trop de temps à annoncer le prix, c'est que tu le sens que ça va douiller. Bon, on est quand même sur des produits très très performants. On va être sur 2249 € pour le 14 pouces en entrée de gamme. C'est-à-dire qu'on va avoir 8 CPU, il me semble, mais on peut le spécer pour avoir, voilà, on peut rajouter du CPU, rajouter du GPU, rajouter du SSD pour douiller derrière. Je ferai une vidéo où je donnerai mon guide et mon avis sur l'achat du MacBook parce que ça ne sert à rien de mettre trop d'argent pour rien. Pour le 16 pouces, on va avoir un prix de base à 2749 € et pareil, on va pouvoir le spécer. Alors pour la rigolade, j'ai testé de le spécer au max, on arrive à 6700 € à peu près avec un MacBook avec 8 Tera de SSD, tout à fond. Donc voilà, on peut mettre beaucoup d'argent sur un ordinateur portable facilement sur le site d'Apple. À mon avis, spécer un ordinateur comme ça, c'est plus destiné à une personne qui a une société et qui va pouvoir détaxer un peu ce produit. L'ordinateur reste quand même une bête de guerre, sur papier en tout cas, on attend vraiment de pouvoir le tester. Donc pensez à vous abonner pour ne pas louper cette vidéo. En tout cas, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter et à liker. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.